Bonjour et bienvenue sur ce nouvel entretien du Cercle Jean Mermoz. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Alexandre Lohmann. Alexandre, tu es économiste spécialiste de l'inflation. Tu travailles dans un fonds d'investissement au Brésil. Souhaites-tu ajouter quelque chose pour te présenter? Déjà, merci encore de l'entretien, hein. J'avais bien aimé le dernier, donc du coup, j'étais assez partant pour faire un deuxième. Je vais présenter un peu ce que je fais, ça aidera les gens un peu à me cerner, à savoir si j'ai un petit peu une légitimité pour parler des sujets. En fait, je fais beaucoup de prévisions d'inflation. En réalité, plus que prévoir l'inflation, j'essaie de prévoir comment le marché va se tromper. C'est-à-dire, est-ce que les gens sous-estiment ou surestiment l'inflation? Donc ça, c'était ma tâche principale. Et en lien avec le sujet d'aujourd'hui, il faut savoir que quand j'étais recruté dans le fonds d'investissement où je travaillais, c'est un fonds qui faisait pas du tout de macro, de prévision d'inflation. Et ça, c'est un poste que je me suis créé moi-même. Et au tout début, j'étais un peu à cheval entre ça et l'implémentation, d'un modèle de carry trade. Le carry trade qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps et qu'on va aborder dans cet entretien. Donc voilà, j'étais à travailler sur cet algo de carry trade, donc j'ai un petit peu une connaissance du sujet, on va dire, du fait de cette période. Très bien. Bien, tu as jeté la première pierre, on va dire. Donc, le sujet du jour, c'est l'actualité brûlante qui a animé le début de semaine, c'est-à-dire le krach de la bourse de Tokyo. Peux-tu nous expliquer ce qu'il s'est passé? Alors déjà, faut comprendre qu'il y a quand on a vu le matin les indices japonais baisser fortement, il y a eu, enfin, je vais pas dire qu'il y a eu zéro surprise, mais c'était quand même quelque chose qui a surpris pas grand monde d'avoir une forte baisse des indices japonais du fait du carry trade. Parce que en fait, ça fait plusieurs semaines que vous avez des problèmes de ce côté-là et de fortes baisses de la bourse japonaise liées à la hausse du Nikkei. Donc voilà, on n'a pas été surpris. Peut-être que personne ne s'attendait à un aussi fort mouvement parce que c'était, je crois, alors ça dépend du moment de la journée, mais je crois que c'était le plus grave krach depuis la crise de 1987. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez sérieux en termes boursiers. Et alors, premièrement, je vais commencer par expliquer un petit peu ce qui s'est passé et ensuite on ira sur les conséquences. N'hésite pas à m'interrompre hein, si tu veux poser des questions pour essayer d'éclairer un peu, parce que parfois c'est vrai que on parle un peu avec du jargon ou de manière compliquée et Oui, on n'a pas forcément la notion de. d'ailleurs, j'ai une question pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que le carry trade. Alors, le carry trade, c'est c'est un processus par lequel vous empruntez ou plutôt vous vendez à découvert des monnaies de funding. Donc les monnaies de funding, c'est des monnaies qui sont plutôt faibles, à une tendance à la dépréciation, ou qui ont des taux d'intérêt très bas, ou les deux. Et le yen japonais, comme le Japon, ça fait très longtemps qu'il est en inflation faible, la Banque centrale du Japon, elle a pris l'habitude d'avoir des politiques très accommodantes. Et de plus, avec une énorme dette publique, vous ne pouvez pas vraiment trop relever les taux non plus. Et donc, ils ont créé un petit peu cette habitude d'avoir des taux très bas. Et en plus, ils faisaient du yield curve control. Pardon, j'ai un peu de. Et en fait, le contrôle de la courbe des taux, c'est une opération par laquelle la Banque centrale a dit, voilà, je vais acheter des obligations à long terme à 0%. J'achèterai autant que nécessaire à 0%. Et donc finalement, les marchés se disent, bon, les taux vont être à 0% à long terme, et donc du coup,
on va pas décoller, quoi. On va pas emprunter à plus cher, on va pas acheter des obligations à ce prix, en dessous de ce prix-là. Et donc la Banque centrale du Japon, elle mettait des taux très bas et en plus, elle faisait une sorte de, de politique de contrôle de la courbe des taux qui rendait la politique monétaire encore plus expansionniste. Et donc vous aviez logiquement une tendance à la dévalorisation du yen qui a permis à beaucoup sur les marchés financiers de construire des tactiques où vous empruntiez en yens, vous vendiez vos yens à découvert et vous achetiez d'autres actifs qui qui étaient à plus fort rendement. Alors après, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Il y a quand même une grosse connotation euh, monnaie, carry trade de FX. Par exemple, vous vendez, d'un côté, vous shortez le yen, et de l'autre côté, vous achetez une monnaie qui a un rendement beaucoup plus important. Par exemple, le réal brésilien, pour citer que ce que je connais le plus. Donc, donc concrètement, le coût de votre opération, c'est le taux d'intérêt, en yuan, et le gain de votre opération, c'est le taux d'intérêt brésilien. Donc le taux d'intérêt brésilien, par exemple, il est de 10%. Si vous payez du yen à 0,5 proche de 0, voilà, ça vous donne une idée des marges possibles. Alors, l'idée, c'est que oui, éventuellement, le réal brésilien, il peut se déprécier, donc vous allez un peu manger votre résultat, mais comme le yen aussi a tendance à se dévaloriser, finalement, ça s'annule un petit peu. Et donc voilà, c'est ça, les opérations de carry trade, c'est shorter une monnaie de funding et acheter un actif à plus fort rendement. Donc là, j'ai parlé du réal, mais ça peut être d'autres choses. Et ces derniers temps, ce que beaucoup soupçonnaient, c'était que les 7 magnifiques, hein, les grandes capitalisations américaines, notamment dans la tech, hein, étaient aussi devenus des actifs dans lesquels les gens qui faisaient du carry trade investissaient. Et si vous faites un graphique du taux de change du yen et du taux de change du taux de change de l'index des 7 magnifiques, vous avez deux graphiques qui se superposent un peu. Et donc l'idée, c'est que le carry trade, il est largement sorti de sa thématique euh, euh, foreign exchange, quoi, de monnaie, quoi. Oui, donc pour que les gens comprennent bien, ce qui se passait, c'est que sur les marchés financiers, on vendait du yen à découvert pour acheter des actions Microsoft, Google, etc. Quoi, ces actions des 7 magnifiques, c'est bien ça? Voilà. Mais tout en continuant le carry trade un peu plus traditionnel sur le FX. Alors le problème sur les devises, le problème c'est que plus le yen baisse, plus le coût de votre stratégie baisse, parce qu'en fait vous avez une dette en yen. Donc si la valeur du yen euh, elle diminue, bah, finalement ce que vous avez remboursé c'est moins cher. Et donc là, le souci c'est que quand le yen a commencé à se valoriser assez fortement parce que la Banque du Japon a plus relevé ses taux que prévu, commencé à avoir un discours un peu plus hawkish, un peu plus dur sur la politique monétaire, vous avez eu un mouvement de valorisation du yen qui a commencé à peser sur le carry trade. Et donc depuis, je ne saurais pas vous dire quand est-ce que ça a commencé, mais clairement nous c'est un sujet depuis quelques semaines. Vous avez la hausse du yen, le débouclage du carry trade, et en fait, ça pèse sur les monnaies des marchés émergents. J'ai envie de dire, faut comprendre que j'ai entendu dans une autre vidéo que les BRICS étaient plutôt épargnés par cette histoire de carry trade. Bon, c'est bien évidemment faux, parce qu'en fait, il faut comprendre que les BRICS, c'est un des piliers du carry trade. D'un côté, vous avez la monnaie de funding, donc qui va être le Japon ou d'autres, hein, mais le Japon c'était le candidat idéal. Mais de l'autre côté, vous avez les monnaies que vous allez acheter et les monnaies à fort rendement. Et pendant longtemps, les forts taux d'intérêt dans les pays émergents
et avec des possibilités de valorisation de la monnaie de ces pays-là, eh bien, faisait que c'était des candidats idéaux pour appliquer les sommes que vous aviez dégagées en empruntant du yen. Et donc les monnaies des pays des BRICS, dans une certaine manière, elles ont été largement bénéficiaires du carry trade. C'est-à-dire elles étaient à un niveau plus fort qu'elles devraient être s'il n'y avait pas le carry trade. Parce que, enfin, on va pas se mentir, en fait, tout le monde était un peu gagnant. Parce que, par exemple, le Brésil de Lula, il y a une forte augmentation du déficit budgétaire, de la crédibilité fiscale du gouvernement. Était bien content d'avoir cet afflux de carry trade qui permettait de limiter la dévalorisation de sa monnaie. Je cite le Brésil de Lula, mais en fait pas simplement ce mandat, on va dire de manière générale, parce que c'est le carry trade, ça fait depuis les années 2000 au moins qu'il y a ce genre de flux. Et donc ça permettait de financer un petit peu on va dire la dette des pays émergents en faisant un afflux sur leurs devises et sur leur marché obligataire. Et donc depuis quelques semaines, vous avez un débouclage de ce carry trade qui pèse pas mal sur les monnaies des BRICS et qui a tendance aussi à générer dans les pays les plus problématiques des pressions sur les taux d'intérêt. Donc voilà. Donc chez les BRICS, comme ça a vraiment été un système avec des répercussions macro importantes. Je pense que chez les BRICS, les conséquences de cette fin du carry trade, elles auraient été plus importantes que simplement juste une baisse des valorisations boursières. Donc, est-ce que du coup toutes ces monnaies des pays émergents ont vu leur taux, pas leur taux, mais leur taux de change en fait s'affaiblir? Est-ce que c'est bien ça? Ça dépend parce que par exemple j'ai vu que le yuan le yuan c'est un cas particulier et en fait il devenait aussi une monnaie de funding. Donc c'est vraiment les monnaies émergentes à fort rendement. Et bon, au Brésil, c'est indéniable. C'est un des gros sujets sur la dévalorisation du yen. Le autre pays émergent à côté, le Mexique aussi, clairement, c'était un vrai sujet. Ça n'a pas empêché la Banque centrale du Mexique de baisser ses taux, mais ça a fortement pesé sur la monnaie mexicaine. Vous avez aussi l'Inde qui avait l'une des monnaies des monnaies asiatiques avec la pire performance. Et c'était en partie du fait de ce carry trade. Donc voilà, vous avez des répercussions. Toujours, j'ai entendu une autre vidéo où on parlait de oui, c'est une crise du système occidental et les BRICS sont dans un autre système. Non, pas du tout. Enfin, ça c'est dans Narnia. Non, en fait, ouais, on était vraiment partie intégrante du système de carry trade. On était les plus gros bénéficiaires. Donc voilà. Est-ce que tu as une question pour essayer de... Oui, ce débouclage du carry trade, donc il a été, on va dire, provoqué par une annonce de la Banque du Japon fin juillet, qui consistait à dire qu'ils allaient augmenter leur taux directeur de 0,25, donc passer le taux de 0,01 à 0,25, et entamer une politique de resserrement monétaire, donc notamment arrêter le rachat d'obligations, voire commencer à en vendre. Quand on regarde un peu passer le taux directeur de 0 à 0,25, est-ce que le mouvement de panique n'a pas été vraiment exagéré? Parce que si l'on compare avec d'autres taux directeurs, comme par exemple avec la Fed, qui sont encore à 4%, je pense, on a quand même, on garde un spread qui reste élevé, un écart entre les taux directeurs qui reste élevé. Donc, est-ce que la réaction n'a-t-elle pas été exagérée? En fait, la question, c'est pas tellement est-ce que le mouvement sur le taux d'intérêt est important et qu'est-ce qui provoque comme mouvement sur les devises. Et vous avez une valorisation jusqu'à 12,5% du yen. Et c'est ça en fait qui rend qui a pesé sur le carry trade. C'est-à-dire que voilà, vous êtes endetté en yen et votre dette elle coûte 12,5 plus cher. Donc ça pose problème. Et donc forcément
dans une situation actuelle, vous fermez la position, quoi. Et, et donc voilà, c'est en cascade des fermetures de position de carry trade. Alors, c'est très difficile de savoir quel est le montant de yen de carry trade avec des emprunts en yen. Franchement, j'ai des chiffres divergents. Je regardais un chiffre je crois, de UBS qui parlait de 750. Pardon, c'est la Banque des règlements internationaux qui parlait, qui avait eu une augmentation de 750 milliards de dollars dans les prêts transfrontaliers internationaux de yens depuis 2021 et que c'était à peu près les montants pour avoir une idée, 750 millions. Et on a eu, en fait, dans le rapport de l'UBS, qui était peut-être autre chose, c'était plutôt quelque chose de 500 milliards accumulés depuis 2011, avec 200 milliards dans les dernières semaines, les dernières années, pardon. La moitié dans les 2-3 dernières années. Et après, sur le pourcentage de ces positions qui a été fermé, il y a JP Morgan qui parle de 75%. Le même rapport de UBS parle de 25%. Donc voilà, c'est un peu confus, quoi. Personne ne sait trop, mais clairement, il y a un fort mouvement de fermeture de ces positions en yen carry trade. Et mais quoi qu'il en soit, il n'est pas terminé, quoi. Personne ne sait exactement ce qu'il en est, mais il n'est pas terminé. Et ça a tendance à porter préjudice, hein, aux monnaies émergentes. Et du fait que ça, c'était peut-être la nouveauté, que beaucoup avaient été de ces fonds avaient été investis dans les 7 magnifiques, ça a provoqué une forte baisse de la bourse Nasdaq, de ouais. S&P 500. En fait, à partir du moment où les 7 magnifiques tombent, si vous voulez, après, il y a plus à chercher de raison à pourquoi ceci tombe, pourquoi cette action-là baisse aussi. À partir du moment où tout tombe, vous avez des appels de marge. Donc en gros, quand vous avez des positions ouvertes sur des produits dérivés, vous devez transférer, vous devez payer vos gains et vos pertes à la journée, quoi. Et si vous le faites pas, quoi, enfin voilà, vous avez un dépôt qui peut être pris. Euh, donc pour payer ces margin calls, vous devez faire du cash et donc vous vendez un petit peu tout ce qui est disponible, quoi. Et donc voilà, par exemple, vous pouvez vendre de l'or. Si vous avez de l'or, vous vendez de l'or pour faire du cash et payer votre margin call. Sauf que le souci, c'est que en fait, peut-être que vous vouliez pas vendre l'or parce que c'était encore à bon prix et vous aviez vous pensiez que ça allait monter. Mais bon, vous devez payer votre margin call et donc vous vendez ce que vous pouvez vendre. Et du fait que sur les 7 magnifiques, vous aviez eu une très forte hausse, du coup, ils se sont pris une sacrée claque. Les 7 magnifiques, c'est Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla. Et en fait, dans le problème, c'est que quand tout ça s'est arrivé sur le marché américain, il faut comprendre que on est le mois d'août. Donc premièrement, on est le mois d'août et en plus, ça a commencé la nuit parce que c'est en Asie. Et donc, si le mois d'août, il n'y a personne, la nuit, le mois d'août, la liquidité, elle n'est pas terrible, quoi. Et donc, forcément, il y a eu cet effet manque de liquidité, donc il y a une surréaction des marchés. Le souci, c'est que, en fait, très rapidement, la courbe des taux, alors c'est la courbe des taux à court terme, elle reflète l'évolution attendue des taux d'intérêt. Et donc, en fait, si vous faites des petits calculs rapides, avec la courbe des taux, vous pouvez savoir les probabilités de baisse de taux auxquelles s'attend le marché.
Et ces probabilités de baisse de taux, elles ont explosé. Tout le monde s'attendait à des baisses de taux très importantes, y compris les marchés priceaient une baisse de taux en urgence de la Banque centrale entre, euh, entre deux meetings. Normalement, la Banque centrale américaine, elle baisse ses taux à chaque réunion. Éventuellement, si c'est vraiment très grave, elle peut baisser ses taux entre chaque réunion. Alors ça, c'est vraiment un mauvais signal. Et généralement, c'est vraiment les cas de force majeure les plus graves, parce qu'en fait, faire ce genre de baisse entre les meetings, finalement, parfois, vous pouvez créer, ça fait plus de mal que de bien. C'est-à-dire que vous créez un sentiment de panique. Et les gens se disent, mince, la Banque centrale américaine, elle est tellement désespérée qu'elle coupe entre deux meetings. C'est-à-dire peut-être que nous, faut qu'on panique aussi. Donc finalement, vous pensez être un pompier et finalement vous êtes un peu plus, vous Vous jetez voyez un tout peu le monde. l'huile sur le feu. Voilà, c'est ça exactement. Et en Alors, communication, banque centrale, marché, c'est un art. Et alors, attends, juste je termine là-dessus. Et en fait, clairement, ces précifications, c'était excessif. Enfin voilà, les gens qui parlaient de réunion extraordinaire de la Fed pour baisser les taux, ouais, on était très très loin de la vérité. Il y a beaucoup il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes sur les marchés qui en parlent, mais on est quand même dans un truc, on n'y est pas encore, quoi, on y est très loin. Et surtout, ça venait dans une série de données qui n'avait pas été terrible pour l'économie US. Et donc, voilà, ça met un ça a peu amplifié le mouvement, en fait. voilà, Une ça fait un série. peu du moins. Et donc, nous sommes lundi. Il y a ce crack sur la bourse de Tokyo. Quelles ont été les réactions des institutions japonaises, voire internationales, mais essentiellement japonaises, face à ce crack? Ouais, ça a été plutôt tranquille, hein. Je crois que c'est le, bah, il y a des gens de la Fed qui ont dit qu'ils vont pas réagir de manière disproportionnée à des réactions de marché. Ils ont dit oui, là, il y a pas de récession en vue aux États-Unis. Et donc voilà, la réaction a été plutôt modérée du côté de la Fed, ce qui a eu tendance à réduire un petit peu un peu la panique sur la courbe des taux et à tirer un petit peu des prix, quelques baisses de taux. Et ensuite, vous avez vu la, je crois que c'est le vice-gouverneur, je vais retrouver ça, de la Banque du Japon qui disait que voilà, peut-être qu'on va se calmer un petit peu vu la réaction de marché pour remonter les taux. Et ça a donné un petit peu de force au yen pardon, au dollar par rapport au yen, ce qui a permis un petit peu de diminuer les tensions. Et alors le souci, c'est que voilà, c'est difficile de dire. J'ai discuté avec, je crois que je discutais avec un député le lundi, qui me demandait ce qui se passait. Un député Et brésilien? ah non, de France. Et il me disait mais il me disait mais en fait ça va, c'est pas trop grave. Et je fais bah en fait oui, en théorie non, c'est pas si grave que ça, mais on sait jamais. C'est-à-dire que peut-être que ça peut soulever un autre problème qui dormait et que personne n'avait vu et qui va éclater. C'est toujours très difficile. Hein, de toute façon, les bulles financières, généralement, je vais pas dire qu'il y a personne s'y attend, parce qu'il y a toujours des gens qui s'y attendent, mais elles éclatent souvent là où on le pense le moins. Quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles surprennent tout le monde. Et donc, si l'on résume, bon, il y a un crack sur la bourse japonaise le lundi. La Fed, la Banque du Japon ne s'affolent pas, ne font pas grand-chose a priori. Ouais. Et puis tout se tasse. Et alors, c'est vrai qu'on avait vu beaucoup de commentateurs commencer à nous annoncer encore une fois l'apocalypse dans le monde financier. Et, et au final, bon, il y a eu donc la panique le lundi, un peu le mardi. Mercredi, ça s'est tassé et depuis, bon, tout va bien. Est-ce que c'est déjà terminé? Tout est bien qui finit bien? Est-ce que le problème va Non, venir plus tard? parce que c'est quelque chose qui durait depuis quelques semaines, qui peut augmenter, qui peut revenir, mais c'est difficile et je sais pas si je peux dire ça, mais faut faire attention avec les commentateurs d'apocalypse sur les marchés. Comment dire? Il y en a qui ont raison. Il y en a qui ont raison, qui ont des arguments, mais il y en a beaucoup pour qui c'est un business. Hein, ça fait des vues.
ça fait de la, c'est un business de vendre de la, et c'est pas forcément des gens non plus qui maîtrisaient le sujet. Voilà. Ça fait Car vendre dans des le- formations pour protéger son épargne, un truc comme ça. Entre autres, ouais, entre autres. Non, franchement, une des personnes qui a bien parlé sur le sujet, c'était Charles Gave. Charles Gave, il recommandait depuis longtemps en fait d'acheter du yen cash, alors que le yen se dégringolait. Quoi. Il recommandait d'acheter du cash, ce qui disait que ça va partir dans l'autre sens. C'est parti dans l'autre sens. Et voilà, faites très attention. Hein, il y a un YouTuber qui dit faites attention aux idées que vous mettez dans votre tête, mais c'est ça aussi. Hein, faites attention un petit peu au discours, parce que, enfin voilà, tous les analystes économiques sur YouTube se valent pas et beaucoup savent pas forcément de ce dont ils parlent. Et ouais, clairement, donc là, vous avez eu un méga rebond du Nikkei euh, dans les dans les dans Dans la semaine, la ouais, donc on journée. suivi. Hein. Ouais, quand je suis, je cherche encore mes mots parce que tu sais, comme je parle en portugais toute la journée, là j'allais dire prégan, mais c'est quoi? C'est cotation, la cotation suivante. Le Nikkei a vachement rebondi. Alors, bah, il est toujours largement en perte, hein, parce que c'est normal qu'il y ait une normalisation monétaire dans un pays qui était un petit peu sous stéroïde à la politique monétaire expansionniste. C'est normal qu'il y ait une baisse significative des indices. D'ailleurs, il faudrait que je rajoute quelque chose. Vous savez, euh, et ça, vous pouvez l'appliquer à absolument tout en économie. En économie, rien n'est gratuit. Il n'y a pas de mesure qui fait qu'il y a des lendemains qui chantent sans aucun coût. Euh, chaque fois qu'on vous disait que ben, les politiques monétaires ultra expansionnistes, ben, ça a un effet en termes d'inflation. Alors au départ, avant que l'inflation arrive dans les faits en Europe et aux États-Unis, beaucoup de gens nous pointaient le Japon et disaient ben, regardez le Japon, il n'y a aucun problème. Ce qui est arrivé, c'est que le Japon, il a une structure de la société qui fait que c'est une société beaucoup plus déflationniste que le reste du monde. C'est beaucoup lié à la culture japonaise, mais ils ont payé le prix ailleurs. C'est-à-dire que comme ça n'avait pas tant d'effet que ça sur l'inflation, ils ont abusé de ce remède et ils ont laissé se créer des bulles qui leur a créé un crack boursier. Et donc voilà, rien n'est gratuit. Et si d'aventure beaucoup sont partisans de faire des politiques ultra expansionnistes, je sais pas, à tout hasard, après avoir quitté l'euro et quitté l'UE, il faut savoir que ces politiques, elles pourront diminuer la tension sur les taux d'intérêt, effectivement, mais elles auront un coût, et un coût peut-être important, hein, et un coût qui sera peut-être supérieur à l'avantage qu'elles procureront. Et donc voilà, faut vraiment se méfier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle, planche à billets qui permettent de sortir des problèmes. Voilà, c'était juste un aparté, mais il faut vraiment faire attention à ça. Très bien, je te remercie. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur la crise japonaise? Bah, non, pas plus que ça. Je pense qu'il faut continuer d'accompagner le sujet. C'est euh, c'est loin d'être terminé, je pense. Euh, D'accord, donc le produit, parce que de toute manière, bon, la Banque centrale du Japon a modéré ses propos, mais donc le carry trade continue de toute façon. Et à un moment ou à un autre, si l'inflation ne se résorbe pas au Japon, la Banque centrale devra décider entre faire une hausse de taux et donc recréer une panique sur les marchés financiers ou bien laisser l'inflation s'installer. ouais, après, comme l'inflation est assez basse au Japon, le niveau d'amélioration nécessaire pour que la BOJ arrête vraiment de normaliser sa politique, il n'est pas excessivement élevé, quoi. Donc, si vous avez les données américaines qui aident un peu en se détériorant, en continuant de se détériorer, vous avez quand même le yen qui s'est pas mal valorisé, vous avez une baisse du pétrole, voilà, ça peut aider quoi. Pour avoir une idée, l'inflation au Japon, elle est en annuel est à 2,8 quoi. Donc, ils pourraient avoir, s'ils ont une amélioration des données d'inflation, même un petit, même faible, mais consistante sur plusieurs mois, ils pourraient
légitimement dire bon bah ouais finalement oui effectivement on va moins normaliser la politique monétaire. Ok, je te remercie. Je propose qu'on passe au sujet suivant. Dans la précédente vidéo, nous étions quittés sur un constat en termes d'inflation de banque centrale qui avait fait des hausses de taux, ce qui impliquait un dollar fort, une réduction de l'offre de pétrole qui impliquait une hausse des prix, et lié à tout cela, une tendance à la baisse de l'euro, entre donc la hausse du dollar et la réduction de l'offre de pétrole, ce qui aurait pu entraîner une nouvelle poussée inflationniste. Où en sommes-nous aujourd'hui de l'inflation? Bah l'inflation c'est compliqué d'en parler parce que c'est c'est un sujet qui a beaucoup mobilisé les foules. Et en fait, il n'est pas loin d'être terminé. C'est-à-dire que, en fait, l'inflation en France, elle est très faible. Sauf que, comme je l'avais dit, vous avez pas mal de mesures, notamment les hausses de prix de l'électricité et du gaz, qui ont tendance à faire qu'en France, euh, vous avez une inflation légèrement supérieure à ce qu'elle devrait être par rapport à si on a actuellement, hein, dans le taux interannuel actuel, par rapport à ce qu'elle aurait pu être sans. C'est-à-dire que, en fait, notre trajectoire d'inflation, elle est meilleure que nous laissent la suggérer les chiffres, parce qu'en fait, les chiffres sont dopés par le fait que bon, on a augmenté la franchise médicale, on a augmenté le gaz, on a augmenté l'électricité, l'impôt sur l'électricité, donc voilà, c'est toutes sortes de mesures en fait de débouclage et de limitation du déficit budgétaire qui font que on a une inflation légèrement plus haute, mais on est globalement dans la moyenne européenne. En fait, on stagne au niveau de la moyenne européenne en termes de taux interannuels. Mais globalement, les indicateurs sous-jacents sont assez bons. Un des trucs qui peut peut-être peser pas mal à la hausse, c'est au niveau des Jeux Olympiques, mais ça va être temporaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pic durant les JO, mais globalement, voilà, l'inflation, elle est plutôt derrière nous. Alors, en termes Pourquoi de aurions-nous un d'inflation, pic d'inflation lors des JO? parce il va y avoir un impact des prix de la restauration, des prix de par exemple de la RATP, du métro, ça va avoir un impact. Hein, donc, enfin, j'ai pas d'estimation de cet impact. Mais, euh, mais ça peut avoir un petit impact. Hein, dans la note de l'INSEE, ils le disent, donc on peut avoir une petite avancée. Euh, alors, dans le profil de l'inflation, c'est à l'intérieur, si vous voulez, si vous ouvrez le Schmilblick, la composition, elle reflète un petit peu cette nouvelle donne dans laquelle on est. On est dans un moment où l'inflation des prix des prix libres, hein, ce que j'appelle libre, je copie un petit peu le terme qu'on utilise au Brésil, mais en fait c'est quoi? C'est tous les prix qui ne sont pas administrés par la puissance publique. Voilà, cette variation de prix, cette inflation des prix de marché, elle est inférieure à 2%. En fait, on est dans comment dire, l'objectif de la Banque centrale. Par contre, si vous regardez les prix qui sont administrés par l'État, donc qui les prix de la santé, des médicaments, des tickets de métro, de l'électricité, du gaz, là en fait, on est dans une augmentation très forte de ces prix au-dessus de 8%. C'est-à-dire qu'en fait, l'inflation des prix administrés par l'État, elle est plus que 4 fois plus élevée que l'inflation des prix qui ne sont pas administrés par l'État. Et ça, c'est un phénomène de rattrapage, c'est normal. C'est-à-dire que l'État a comprimé ses prix, bouclier tarifaire par exemple, pour, euh, pour minorer l'inflation. Et dans un second temps, alors que l'inflation, elle baisse, eh bien l'État, qui est un peu en dèche, doit augmenter ses prix pour se récupérer. Donc à l'intérieur de l'inflation qui baisse, vous avez cette division entre prix de l'État et prix libre qui est assez intéressante. Je reposterai le graphique hein, quand tu mettras la vidéo, je la mettrai en commentaire, c'est vraiment très parlant. Et donc voilà, on est à ce stade-là de l'inflation, où c'est pas très préoccupant. Si vous faites un accumulé depuis 2021, il y a quand même eu une inflation beaucoup plus basse en France que dans la plupart des pays européens. Ce qui s'explique par le fait que comme vous avez fait le bouclier tarifaire, vous avez évité un des effets de second tour.
notamment via un réajustement des salaires qui sont indexés, via une augmentation de tous ces prix qui sont indexés soit de fait, soit dans la loi, qui aurait pu peser sur l'inflation. Donc en fait, vous avez eu, du fait du blocage des prix, vous avez eu une inflation de second tour plus faible. Par contre, le souci, et qu'on commence à se rendre compte, c'est que, et là je vous dis toujours, en économie, tout a un prix, rien n'est gratuit. Donc l'inflation, la bataille de l'inflation, elle a plutôt été bien menée. Par contre, en contrepartie, eh bien, la bataille des comptes publics, elle s'est détériorée beaucoup plus que prévu. C'est parfait Donc parce que ça voilà. nous permet d'enchaîner sur notre prochain sujet, qui est donc la dette souveraine et le budget 2025. Donc on a vu la France complètement déraper sur son budget de 2023-2024, notamment sur le budget 2024 où les prévisions avaient été, il me semble, de 4,9 initialement et puis on s'est retrouvé avec un 5,5% de déficit. Est-ce que la France pourrait être la prochaine secousse sur les marchés financiers? Bon, on a encore, je lis beaucoup de trucs sur le fait que la France est quasiment en train d'aller toquer au FMI, ou alors le FMI est en train de dire toquer à la porte de la France. On en est encore très loin. Euh, le problème est le suivant. Clairement, quand Darmanin, il a laissé son poste de secrétaire d'État au ministre, je sais plus, au compte public, il y a eu une interview dans le Figaro qui a dit qu'il aurait glissé à son successeur. Bon courage, que Macron n'en a rien à faire des comptes publics. Et effectivement, il y a un peu ce sentiment que Macron n'en a rien à faire des comptes publics. Et clairement, le gouvernement français, il commence à perdre un petit peu sa crédibilité sur cette question-là auprès des marchés. Le souci, c'est le suivant. Vous avez aussi en plus le micmac lié à la dissolution, à l'absence de gouvernement. Donc ça aide pas. Et donc ça a tendance à pousser les spreads français à la hausse. Ouais, je suis un peu toujours le défenseur du Portugal vu que j'ai vécu là-bas. Mais vous avez par exemple le Portugal qui a un peu été très sérieux sur ses comptes, qui lui a eu un spread qui est passé en dessous de celui de la France, ou alors la France qui est passée au-dessus du Portugal. C'est-à-dire que pour les marchés, dans la situation actuelle, la France, c'est un emprunteur moins sérieux que, attendez, je vais vous faire la liste, parce que je l'ai sous les yeux, que la Belgique, que la Finlande, que la Hollande, que l'Autriche, que l'Irlande, à peu près, et au-dessus moins sérieux que le Portugal. Donc, tous ces pays sont considérés comme plus crédibles que la France. Alors Alors, même pour que le certains, Portugal et l'Irlande étaient quand même des pays qui étaient au cœur de la crise des dettes de la zone l'Irlande, euro c'est en vraiment un cas, 2012. c'est vraiment un cas à part. L'Irlande, c'est vraiment un pays. En fait, on devrait calculer toutes les statistiques de l'Europe sans l'Irlande parce que parfois ça fausse un peu tout. Mais donc on va le retirer. C'est vraiment un cas particulier. Non, Expliquer. ah oui, parce qu'en fait, il y a parfois en fait, quand vous calculez l'investissement des entreprises en Irlande, vous avez des taux de croissance très très élevés et en fait, qui est parfois au niveau agrégé européen, ça peut faire 0,2, 0,1 de différence. Et donc, si vous avez un PIB européen qui est à zéro, euh, et que vous avez juste pour une raison d'Irlande, parce que la manière dont ils comptent les investissements là-bas, c'est un peu particulier, vous pouvez en fait changer le signal sur le PIB, le PIB européen. Et donc, l'Irlande, c'est le casse-tête des statisticiens. Pareil, hein, tout ce que je parle, si j'ai des références, je mettrai en post en dessous de ta vidéo, les gens pourront aller voir. Je vous mettrai des posts qui ont été faits sur le sujet par des économistes qui regardent ça plus près que moi. Mais donc voilà, c'était juste une digression. L'Irlande, on dégage l'Irlande, euh, mais quand même, voilà, si vous avez des pays comme le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, c'est normal qu'ils empruntent moins cher que la France. C'est pas un souci. Par contre, le Oui, ils ont fait Portugal, des quand devis même, plus sérieux. Ouais. le Portugal, c'est assez curieux parce que, enfin, le Portugal, c'est un peu la remontada, hein. Enfin, quand moi j'y suis allé en 2000, non, j'ai oublié. Je crois que je suis arrivé là-bas en 2016 ou 2015.
C'était pas du tout la même chose. Hein. C'était pas du tout c'était à peu près c'était la fin de la récession. Ça commençait à croître vraiment dans ces années-là. C'était pas gagné. Et c'est un pays qui a sauté un rating. Un peu comme on saute une classe. Je savais même pas que c'était possible. C'est-à-dire que les comptes publics étaient tellement bien tenus que les agences de notation ont dit, ben non, au lieu de vous monter de une note, on va vous monter de 2 notes. Là, j'ai fait d'accord, ok, bon, ben, Polsa, Portugal. Bref, ça c'est la situation portugaise. Juste pour dire que le Portugal, hein, ils ont connu la guerre en Ukraine, ils ont connu le Covid, hein, donc il n'y a pas de la France, oui, mais la France a le Covid, donc c'est pour ça qu'on a une dette élevée, non. La France, elle a un spread de 70 points de base et le Portugal de 66. Donc c'est encore assez, on est un petit peu au-dessus, pas trop, mais c'est quand même un signal important. Et ça s'est inversé en fait au moment de la crise de la dissolution. Et en fait, donc la France, elle emprunte plus cher que ces pays-là. Sauf que ça, le spread, c'est le surcoût que vous payez par rapport à l'Allemagne. Donc en fait, on prend les taux allemands et ensuite on calcule le spread et ça nous donne un petit peu le risque de chaque pays européen. Sauf qu'avec la crise du Nikkei, on va dire, et plus largement avec les données un petit peu en dessous de ce qui était attendu aux États-Unis, vous avez quand même clairement une tendance à la baisse des taux français. C'est-à-dire qu'en fait, on est de plus en plus risqué par rapport aux autres pays européens, mais le niveau général des taux, il baisse. Et donc ça peut aider un gouvernement à éviter une crise budgétaire. Mais par contre, clairement, la situation est mauvaise. On va se faire taper les doigts par l'Europe, on va se faire taper les doigts par les agences de notation. Donc en fait, va clairement en prendre, on va clairement se faire remonter les bretelles par un peu tout le monde. Mais comme vous avez le niveau général des taux qui baisse et que en plus des titres relativement safe, en abondance sur les marchés mondiaux, pas forcément très abondant. Et donc souvent, il y a une surdemande de titres français par rapport à ce qu'il devrait y avoir, hein, par rapport à la demande qu'on devrait avoir d'habitude, du fait de l'absence d'alternatives. Comme l'Allemagne fait pas forcément beaucoup d'émissions, voilà, si vous êtes, par exemple, si vous êtes une banque française ou d'un autre pays européen et que vous devez avoir des réserves en titre d'État, l'Allemagne, elle offre pas forcément suffisamment d'émissions, peut-être par rapport aux besoins du secteur bancaire. Et donc, il y a une demande qui doit se déverser dans les titres français, mais qui aurait été contente d'aller ailleurs, éventuellement, peut-être. Mais, Financé à défaut de mieux, quoi, quelque part. bah Bien que ouais, nous en fait, c'est soyons ça plus le moins truc. sérieux que le Portugal. C'est quand même assez fabuleux. Oui, mais par contre, mais le souci, c'est que le Portugal, même si on est moins sérieux, en fait, Ils n'ont pas de gros volumes d'émissions. ouais, c'est pas des volumes suffisants Après, pour, nous sommes vus comme safe tant que la notation n'est pas dégradée. Oui, alors la notation, c'est autre chose. Il faut vraiment comprendre que la notation de la France, elle est encore bonne. C'est-à-dire qu'on est à... Les macronistes disent oui, c'est comme si c'était 17 sur 20. En fait, la France, elle a encore une bonne note. Hein, c'est pas dramatique. Le problème, en fait, c'est on est sur la pente descendante. Le problème, c'est qu'on va dire ça une fois. Oui, bon, on est rabaissé, mais notre note, elle est encore bonne. D'accord. Deuxième fois, oui, on est rabaissé, mais notre note est encore bonne. Et puis progressivement, on va se rapprocher des notes un petit peu moins bonnes, et là, ce sera de plus en plus grave. C'est-à-dire que c'est pas un truc linéaire. C'est-à-dire que pour l'instant, au niveau où on est, les dégradations des notes souveraines, elles ont quasiment aucun effet sur les spreads. Sauf que, au bout d'un moment, quand on aura baissé quelques notes en plus, là, par contre, ça aura un effet beaucoup plus grave. C'est-à-dire que c'est pas linéaire. L'apocalypse, on est encore moins, on est encore loin, c'est de perdre le grade d'investissement. Le grade d'investissement, ça tourne, ça fait qu'il y a automatiquement de très nombreux fonds d'investissement institutionnels qui ont plus le droit d'investir dans votre dette. Donc du coup, quand vous le perdez, là c'est vraiment la grosse merde. C'est à partir de quelle note la perte de la note Alors ça d'investissement? dépend, mais en fait on dit que c'est qu'en fait dans chaque agence de notation, c'est un truc différent. Et je suis en train de regarder là. C'est à peu près à la moitié des notes. Alors sur SP, sur Standard & Poor's, c'est à partir de BB+ et sur Fitch aussi. Et sur Moody's, c'est BA1. Voilà, c'est ça, pour avoir une idée. Donc
on a encore, à peu près entre 7 et 8 notes avant de baisser. Mais il y aura des tensions, plus on se rapproche, plus les effets. C'est pas linéaire, si vous voulez, les effets. Donc voilà, on en est encore très loin, mais clairement, il y a une situation en fait qui est préoccupante et qui en fait ne s'améliore pas. Si vous regardez les chiffres du déficit de la France d'une année par rapport à l'année dernière, on est à peu près au même niveau, hein. Il y a juste une petite amélioration par rapport à l'année dernière ce mois-ci, mais en fait, elle est due au versement d'une tranche de l'aide du plan de relance de l'Union européenne de 7 milliards et demi, en fait, qui n'y avait pas l'année dernière. Donc, forcément, vous avez une amélioration par rapport à l'année dernière, vu que il n'y avait pas ces 7 milliards et demi. Mais, euh, mais ça, c'est quelque chose qui va pas se répéter. Et aussi, bon, c'est quelque chose qu'on va payer plus tard, hein. Enfin, je vous renvoie au travail de Charles Gallois là-dessus. Il a plus bossé le sujet que moi. Mais voilà, il n'y a pas d'amélioration. Et avec la crise politique, l'absence de gouvernement, il n'y a pas d'amélioration en vue. C'est assez préoccupant. Mais Et on est encore loin d'une crise, hein. il n'y a pas de perspective d'amélioration au vu du contexte politique actuel en plus. En fait, il peut y avoir une perspective d'amélioration, mais à la marge, et c'est d'ailleurs ce que prévoient les agences de notation, c'est qu'on va s'améliorer, mais très très loin de ce que dit le gouvernement. Je pense qu'il y a peut-être pas le climat dans la société française et la préoccupation dans les élites politiques pour une réduction de la dette, enfin, du déficit, pardon. Je- Cet entretien maintenant. Si tu as, à Voilà. moins que tu aies encore autre chose à ajouter. Bon, ça va, merci de m'avoir invité. J'espère que j'ai été clair, hein. Pour Oui, moi, il est 6 heures du matin, hein, donc je me réveille, hein, donc j'espère que j'étais pas été trop brouillon, mais voilà, c'était un plaisir. bon, nous te remercions d'avoir accepté cet entretien au pied du lit. Et voilà. Merci, merci. Je te souhaite de passer une bonne journée et sûrement à une prochaine fois. Ok, à la prochaine, merci.